Bonsoir à tous. Alors ce soir, live exceptionnel, un live qui traite d'un sujet qui nous concerne tous, le sujet de la sécurité, du terrorisme. On va parler aussi d'immigration. Donc pour parler de ces sujets d'actualité, eh bien, deux invités exceptionnels. Tout d'abord, Xavier Roffer, qui est criminologue. Il est essayiste, il a déjà écrit 20 ouvrages sur la criminalité et le terrorisme. Il est aussi enseignant à l'université de Paris 2. Il écrit de très nombreux articles de presse, notamment dans Le Figaro, dans Atlantico et dans une foule de journaux. Et Sébastien, que vous connaissez évidemment pour ses interventions sur l'économie, mais qui est aussi connecté à un think tank qui s'appelle la Fondation Concorde, qui vient de publier une étude qui traite de l'immigration, cette fois-ci avec des quantifications très fines. Et on va voir si l'immigration, en France en tout cas, est vraiment une chance, comme les médias nous le disent en boucle. Donc on va vraiment parler de tout ça. C'est vraiment un live où on laisse le politiquement correct de côté. Donc, on va essayer d'être sérieux, mais sans tabou. Donc, on va vraiment dire la vérité. Donc, je compte sur vous pour écrire des questions en commentaire, vous poser des questions. Et évidemment, les invités vont y répondre si les questions, évidemment, correspondent au sujet du live. Alors, je vous propose de commencer tout de suite, chers amis, par un témoignage sur l'attentat de Crépol. Bon, je prends la liberté de l'appeler l'attentat, parce que je pense vraiment que c'est de ça dont il s'agit. Donc, c'est un témoignage d'un Français ordinaire de la Drôme qui est criant de vérité. Enfin, en quelques mots simples, il arrive à faire prendre corps à beaucoup d'impensés. Donc, je vous propose de regarder le témoignage et puis après, on va essayer de le décortiquer. Allez, hop, je lance le titre. Honte au ministre qui défend depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Excusez-moi. On sent votre colère. Oui, parce que ça peut pas. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que sa visite s'est déplacée ? Ben non, mais sa visite, c'est juste le moment de le rencontrer et de lui faire sentir un peu, parce que ils sont trop dégonflés pour venir nous voir. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein, ce ne sera pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même vous aussi, vous êtes. Tout le monde peut être visé. Des journalistes, on a eu quoi? Bon, les juifs depuis longtemps, des journalistes, des curés, des policiers qui ont été assassinés, et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays, qui sont arrivés depuis. En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous Français, mais pas pour les Algériens qui ont toujours inculqué cette haine de la France et des Français depuis 1962. Vous comprenez ça? Donc, la piste principale, c'est des moqueries, de quoi? Entre jeunes, ça... Mais non, mais il n'y a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs, il n'y a rien de toute façon. Ce sera rien. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire? Il aura quoi, l'assassin de Thomas? Hein? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans. Ce sera déjà apaisé. On aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà. On peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. C'est même pas la peine. Donc là, ce témoignage, il est vraiment très touchant. Il est criant de vérité et c'est vrai que je pense que ça représente bien ce que beaucoup de gens de la France périphérique ressentent. Il a vraiment verbalisé un sentiment diffus. Et donc, je voudrais utiliser ce témoignage un peu comme fil conducteur du début du live. Donc, il dit, ce monsieur, que le gouvernement semble soutenir la France des cités contre la France périphérique. Alors, je voudrais commencer par Sébastien. Donc,
Est-ce que tu penses que c'est réel ou c'est une illusion d'optique ou c'est parce qu'on est vraiment à chaud? Est-ce que le gouvernement a une bienveillance particulière pour la France des cités? Non, je pense que le gouvernement, il est aveugle sur cette fracture maintenant ou ce clivage justement entre France des cités et France périphérique. C'est-à-dire que sa plus grande peur, mais ça c'est Xavier qui va mieux nous l'expliquer, c'est celui de la guerre civile. Bon, un spectre auquel personnellement je ne crois pas parce que malheureusement pour avoir guerre civile, il faut vraiment s'armer des deux côtés. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est agressif et qui s'arme et l'autre, il y a beaucoup de lassitude, il y a de l'énervement. Mais il n'y a pas forcément un état d'esprit militaro-guerrier qui ferait que les Français se mobiliseraient. Alors, on a vu à la suite de cette attaque, moi aussi je la qualifierais d'attaque ou d'attaque terroriste, des groupes qui sont allés à Romans-sur-Isère, mais c'était déjà des groupes très politisés, c'était des groupes d'extrême droite. C'est pas non plus, quand on en sera au point où ce sont les pères de famille eux-mêmes qui iront se faire vengeance, là oui, je voudrais parler, peut-être que je parlerai de guerre civile. Pour l'instant, chez les Français, on a des stratégies d'évitement. Ce que j'appelle l'évitement, c'est on ne se rend pas dans certains quartiers, les juifs qui s'en vont de Sarcelles, des amis j'en ai qui se refont faire un second passeport par leur famille pour fuir au cas où. On délaisse bien évidemment les ghettos urbains, on ne met pas les pieds. Des employeurs, j'en connais aussi, qui ne sont plus prêts à embaucher des gens venant de ces zones-là, les condamnant aussi à une forme de déclassement économique qui est déjà le cas, mais ça va pas s'améliorer. Donc c'est surtout que le gouvernement, lui, il n'a pas ce type de lecture. Il n'accepte pas, par exemple, même la lecture de Christophe Guilluy, dont on a souvent parlé ici. C'est pas, ou de Jérôme Sainte-Marie, ce sont pas des lectures que le gouvernement actuel reprend à son compte. Et en fait, il y a peu de formation politique, parce que même si vous allez au PS ou chez LR, personne ne s'exprime en ces termes. Donc c'est plutôt une volonté de ne pas systématiser l'affrontement qu'on trouve chez les décideurs publics. Et, Xavier, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que on a vraiment une préférence du gouvernement pour les cités ou est-ce que c'est tout simplement qu'ils ont peur des débordements et ils essayent tout simplement d'éviter le chaos? D'abord, première remarque, les bandes, les meutes, c'est-à-dire les groupements temporaires d'individus qui se contactent sur leur téléphone portable et puis qui, comme un essaim d'abeilles, qui vont tomber sur un endroit, tuer, massacrer, blesser, violer ou quoi que ce soit, et après ça se replier. Ces groupes-là sont composés d'individus dont la lâcheté est extrême. Regardez, à chaque fois qu'il y a un policier d'agressé, à chaque fois qu'il y a des gens qui sont assaillis comme ça, c'est à 30 contre 1. Et donc, je peux vous dire une chose, c'est que du jour où ce pays a des dirigeants sérieux, du jour où les ordres sont donnés à la gendarmerie nationale, votre guerre civile, elle dure 10 minutes. Je vous rappelle une chose, quand le groupe islamique armé était en France, pendant les séquelles de la du chaos islamiste en Algérie dans les années 90, à un moment donné, il y a un jeune maghrébin vivant dans la région lyonnaise qui a tenté de faire, à l'instigation du GIA, un maquis dans les montagnes derrière Lyon. Alors, d'abord, premier élément qui permet de jauger de la qualité intellectuelle de l'individu en question, vouloir faire un maquis islamiste dans la région du Beaujolais ne me paraît pas une idée extrêmement brillante. Je ne pense pas que les gens sont prêts. Il n'avait pas beaucoup d'atouts, il n'avait pas beaucoup de support local, à mon avis. Non. Je crois qu'ils sont pas prêts à adapter la charia tout de suite et avoir de la flotte. Donc c'est le premier point, mais le gaillard en question avait réuni 2-3 individus de son espèce. Ils étaient dans une tente quelque part dans les montagnes et les gendarmes sont arrivés vers eux. Ils ont braqué l'un des individus qui s'appelait Kelkal, de son nom de famille, Mohamed Kelkal, a braqué un pistolet sur les gendarmes. 2 minutes après, pas de bol, c'était des gendarmes d'une unité de gendarmes parachutistes. 2 minutes après, il avait 2 balles dans la tête et la guérilla dans la région de Lyon s'est arrêtée à la minute. Pourquoi je vous dis ça? Juste à côté de l'endroit où le drame en question s'est produit, parce que la mort d'un être humain n'est jamais une chose facile à digérer, donc c'était quand même un drame, même s'il l'avait d'une certaine façon cherché. Et juste à côté, il y avait Vénissieux et les Minguettes, qui est une cité les plus explosives de France depuis 40 ans, sans discontinuer.
Vous vous souvenez, la marche des beurs, août 83, Mitterrand, c'est aux Minguettes qu'il a été à Vénissieux. Eh bien, les Minguettes ont vu ce qui s'était passé, on aurait entendu voler une mouche. Personne n'a moufté. Alors là, c'était dangereux. On n'était plus à 30 contre 1, mais soi-même, on risquait de mourir. Des fois que les gendarmes avaient la mauvaise idée de recommencer. Eh bien, vous avez vu, alors je ne prône pas le fait de tirer à tire-larigot sur tout le monde, on n'est pas au Far West, mais quand même, c'est symptomatique de voir que dès que c'est pas 30 contre 1, et dès que c'est pas une pauvre petite vieille ou alors un gamin de 16 ans poignardé, mais au secours, voilà, c'est ça qu'ils sont capables de faire et rien d'autre. Donc je vous garantis, le risque de guerre civile, il me paraît extrêmement limité. Et tous les gens qui sortent des grandes phrases dans le style « la société entière, la France de ceci contre la France de cela », c'est pour dissimuler le fait basique et fondamental qui est qu'à l'heure actuelle, la France n'a plus de maintien de l'ordre. Il n'y a plus de maintien de l'ordre. Toutes les semaines, il y a des rave parties dont les dirigeants politiques couinent qu'elles sont interdites, mais qui ont lieu quand même. Récemment, le gang Traoré, vous savez, la sœur Traoré et puis ses frères qui ont tous des casiers judiciaires qui ne tiendraient pas dans des brouettes, eh bien, avaient été interdites de manifestation à Paris. La manifestation a eu lieu quand même. Il n'y a plus de maintien de l'ordre dans ce pays. On a vu cela, vous savez, avec les manifestations pro-palestiniennes, où le ministre, alors j'étais, moi, je me rappelle, à BFM Business, juste à côté du... Ah, ben je crois que Sébastien a un problème de connexion. Ah, et donc, en fait, effectivement, il n'y a plus de maintien de l'ordre actuellement, c'est évident. Quelque part, c'est assez positif ce que vous nous dites. Ça veut dire que c'est possible ça peut être réversible si toutefois on se retrouve avec des hommes d'État qui sont prêts à intervenir. Je ne peux pas aller trop loin dans les détails. Laissez-moi simplement vous dire une chose. J'ai enseigné 15 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. J'ai rencontré des hauts gradés de la gendarmerie peu avant le Covid. C'était quelques semaines avant le Covid. Des colonels, des généraux, ils m'ont dit « Nous sommes prêts. Dans les 6 mois, on remet le bazar d'équerre sur pied. Les gens mettent leur casquette à l'endroit, ils traversent dans les clous et ils disent bonjour à la dame au lieu de lui piquer son sac. Il faut pour cela, la gendarmerie, c'est une force de police militaire imbibée des problèmes de droit, c'est l'armée du droit. Très souvent dans l'histoire de la gendarmerie, le directeur de la gendarmerie, directeur général, le patron officiel est un magistrat. On ne peut pas faire mieux quand même, mais il faut des ordres. Et je vous garantis que le jour où les ordres viendront, ça ne mettra pas longtemps parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des lâches. Alors, donc, il y a quand même une sorte de... Enfin, quand on se replonge dans l'œuvre de Christophe Guilluy, qui a parlé de la France périphérique, il y a quand même un schisme qui semble de plus en plus grand entre la communication issue des élites urbaines et ce que vivent les gens qui sont dans la France périphérique. Donc ce monsieur, c'était en quelque sorte la voix de la France périphérique. Est-ce que on a vraiment, selon toi, Sébastien, cette perception différente entre le bloc élitaire qui essaye de nier le problème, de le masquer, comme l'ont fait tous les médias, hein. Ils ont mis 1 semaine avant de dire le nom des agresseurs, et la France périphérique qui comprend bien ce qui se passe. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que ce monsieur, il disait « nous, on sait depuis longtemps », comme s'il y avait une sorte de vérité qu'il ne pouvait pas d'ailleurs foncièrement expliciter devant les caméras. On a très bien compris qu'il voulait éviter notamment des accusations de stigmatisation ou de racisme, et comme quoi lui était conscient de ça et les autres ne le seraient pas. Je ne pense pas que ce soit le vrai narratif, et Xavier probablement va nous l'expliquer, parce que quand même la violence, elle naît d'abord dans la zone urbaine. La violence, elle naît d'abord dans la banlieue, elle vient dans la zone urbaine, et plus récemment, elle vient dans les zones rurales. Mais je ne crois pas que ce soit les zones rurales, en tout cas de la France périphérique, qui aient découvert en premier le chaos potentiel engendré par certains individus sur le sol français. Je fais peut-être ancien combattant en disant cela, mais ces jours-ci, je dis toujours à mon entourage, à mon épouse, qui paraît découvrir depuis 6 mois, on va dire, depuis les émeutes, puis l'importation du conflit israélo-palestinien, l'espèce de sécessionnisme dans lequel nous vivons, je lui dis toujours,
un petit peu blasé de mon côté, mais moi j'ai grandi à Marseille, désolé de dire ça, mais dans les années 90, tout ce qui est en train de se passer sur le territoire français, j'avais l'impression de le voir à Marseille, et d'une certaine manière, Marseille est un laboratoire malheureusement, hein, de souvent ce qui se produit après en France. Et je constatais ça à Marseille dans les années 90. Ce week-end, j'étais dans l'autre partie de ma famille qui est en Ardèche, et là, je constatais qu'en Ardèche, là où dans les années 90, au début des années 2000, j'entendais pas du tout les discours de plainte que nous, urbains marseillais, nous avions à l'égard du communautarisme, du sécessionnisme et de la violence endémique au quotidien, pour la première fois, je retrouvais le même discours encore plus virulent en Ardèche, parce que, alors d'abord en Ardèche, j'étais pas très loin de la Drôme et de Romans-sur-Isère, donc ils étaient tous choqués par ce dernier fait divers de Crépol, que j'avais un jeune cousin qui était passé à 2 doigts d'un drame similaire à cause d'une bande, des racailles, qui sont venus à une fête, de la même manière, hein, dans son petit village, où d'habitude il ne se passe rien. Donc moi j'ai quand même l'impression, mais c'est Xavier le pro des statistiques et des chiffres, que sur la criminalité, elle est née d'abord en zone urbaine, en banlieue, et que plus récemment, elle a essaimé sur tout le territoire, y compris dans des territoires ruraux et de la France périphérique, qui se croyaient préservés de cette violence, qui se croyaient peut-être plus homogènes culturellement, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas tant que ça. Là aussi, je me suis baladé à travers plusieurs villages dans le sud de la France et en Ardèche, et aujourd'hui, il y a autant de diversité culturelle et ethnique que dans la banlieue parisienne, hein. Il n'y a pas de différence. Alors, Xavier, est-ce que, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sébastien, est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant Crépol et un après Crépol? Parce que avant, les problèmes étaient quand même concentrés à la périphérie des villes, mais la périphérie, la banlieue, quoi. Et maintenant, les endroits comme la Drôme, qui se pensaient sanctuarisés, qui étaient vus un peu comme un refuge, eh bien, sont confrontés à la barbarie, en fait. Est-ce que vous pensez que finalement, ça va créer un sursaut dans la population, une prise de conscience et une exigence d'intervention des politiques? Pas tout de suite, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je voudrais d'abord revenir sur un certain nombre de points fondamentaux. Je voudrais revenir aux propos de cet homme très ému et qui parlait juste. Mao Tse-tung était un satrape stalinien assez désagréable, mais c'est un grand chef de guerre. C'est un grand seigneur de la guerre à la mode chinoise classique. Et ses écrits militaires sont superbes. Et dans ses écrits militaires, il dit quelque chose qui s'applique tout à fait à la situation. Il dit « l'œil du paysan voit juste ». Quand les gens sont en bas, quand ils sont près des petites gens, etc., et quand on va les voir et quand on leur dit qu'est-ce qui se passe, ce qu'il dit est juste, leur diagnostic est juste. Et premièrement, le diagnostic de cet homme, celui qu'on a vu là, avec son accent déjà un peu du Sud, il est d'une part fort juste, mais quand vous prenez les seigneurs qui nous gouvernent et leurs domestiques médiatiques, ce discours-là, ils sont dans l'absolue incapacité même de le comprendre. Ils ne le comprennent pas. S'il leur parlait chinois, ça serait pas pire. Pourquoi? Parce que ils sont dans une espèce d'isolat dans lequel de tels individus et de telles réflexions, de telles réactions n'existent pas et sont impossibles. Il m'arrive souvent de voir des gens de ces milieux-là. Quand je leur dis, mais attention, vous vous rendez compte de ce qui se passe, ils me regardent. C'est pas qu'ils me détestent, c'est qu'ils me comprennent pas. Je suis en train de leur parler d'un monde qui leur est complètement inaccessible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une constante chez l'être humain. Ça, c'est la philosophie qui nous l'apprend. Je vais faire un bond un peu violent et passer de Mao Tse-tung à la phénoménologie. L'être humain, dans toute son existence, il vit toujours en avant de lui-même. Il vit toujours dans l'attente de, il vit toujours pour quelque chose. Il se projette toujours. S'il apprend à l'école, c'est pour passer des examens. S'il passe des examens, c'est pour trouver une situation. S'il va au bal à Crépol, c'est sans doute pour trouver une fiancée et fonder une famille, etc. À l'heure actuelle, les gens de la France profonde, s'ils ont l'angoisse qu'on a ressentie dans la voix de cet homme, c'est qu'ils sentent venir le bazar. Ils sentent venir le boxon, ils sentent les prodromes avec les petites bandes, etc., qui vont les chatouiller. Alors, des histoires comme celle de Crépol, il y en a une par mois en France.
Pourquoi on n'en parle pas? Il est très important de le comprendre. On n'en parle pas, non pas parce que les divers gouvernements qui se sont succédés au cours des 30 dernières années ont fait preuve d'un génie particulier en matière de sécurité et d'ordre, mais à cause d'un phénomène qu'on oublie toujours, qui est le développement, c'est une invention française, elle est superbe, de la médecine d'urgence de rue, de l'invention du SAMU et du SMUR. Là où en 1990 encore, quand vous étiez poignardé chez vous par une épouse irascible ou un voisin ivre-mort, ou alors dans la rue revolvérisé quand vous étiez un gangster, entre le moment où vous étiez ramassé par terre et le moment où vous étiez sur la table d'opération, vous aviez 7 chances sur 10 de mourir. Depuis qu'il y a le SAMU et le SMUR, vous n'avez plus que, enfin c'est pas des chances, 3 risques de mourir au lieu de 7 sur 10, c'est 3 sur 10. Naturellement, ça fait autant de, si vous voulez, pour parler comme à la salle de garde, ça fait autant de macabées en moins. Mais si on prend les calculs comme il le faudrait, les statistiques comme il le faudrait, c'est-à-dire qu'on ne compte pas uniquement les gens morts dans des agressions, mais les meurtres et les tentatives de meurtre, hein, eh bien, à ce moment-là, on arrive à un total qui est beaucoup plus important qu'il y avait 30 ans, parce qu'il n'y a peut-être pas plus de morts, mais comme la médecine d'urgence en sauve plus, il y a plus de blessés graves. Vous comprenez? Et donc, ce que j'essaye d'expliquer là, c'est que des affaires comme celle de Crépol, mais où le gamin poignardé ne meurt pas et simplement 3 mois à l'hôpital avant de rentrer chez lui, il y en a une par mois. Voilà. Et donc, on ne fait pas attention à l'augmentation terrible des homicides ajoutés aux tentatives d'homicide. Donc, le fait de passer 3 mois à l'hôpital transpercé de partout, c'est pas plus rigolo, enfin, c'est mieux que de mourir naturellement, mais les angoisses des familles, elles n'en existent pas moins. Il a failli mourir, vous avez un blessé grave, c'est 30 personnes de traumatisés, ses copains du lycée ou de la fac, sa famille, etc. Donc tout ça se diffuse petit à petit dans la population dont parle Guy, là, celle de la diagonale du vide ou celle des périphéries lointaines des grandes villes, etc. Et cette population-là, d'abord, elle commence à souffrir, mais surtout, elle craint pour demain. Quand vous regardez à l'heure actuelle où progressent le plus vite les votes contestataires, notamment pour le Rassemblement national, ça n'est pas dans le 9-3 parce qu'il n'y a plus de blancs. C'est vite fait, donc il y a des gens qui votent pour eux. Il y a des villes où il y a 900 votants sur 4000, les 900 votants votent pour la droite et les autres ils votent pas parce que c'est pas, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Mais en revanche, quand vous voyez des départements de la grande périphérie qui voient le 9-3 les approcher, comme l'Oise, comme l'Aisne, etc., ça s'approche d'eux. Alors là, ils angoissent parce que l'homme réfléchit toujours et le sens dans lequel il vit, c'est pas du présent vers le passé, c'est du présent vers l'avenir. Et c'est donc cette réaction-là dont témoigne avec la force qu'on a vu ce monsieur-là qui est à Crépol et qui dit le ministre, on le voit pas trop parce que s'il savait ce qu'il faisait, il réagirait autrement que par des discours creux. C'est ça qu'il nous dit en gros. Bien sûr. Voilà. Donc, progression de la banlieue dans les deux sens, c'est-à-dire de la périphérie des villes vers l'intérieur des villes, comme on l'a vu dans les émeutes, là, hein, en fin juin, début juillet, et deuxièmement, progression vers la campagne profonde. Et pourquoi ça? Et après ça, j'en finis, parce que il n'y a plus de maintien de l'ordre dans ce pays. Et parce qu'on a affaire à des ministres qui font de la com, qui font de la pub, qui sont sans arrêt à la télé, dans les journaux, partout, pour dire mais ceci, mais cela, mais en réalité, ce qu'ils disent ne percole pas, ne descend pas jusque sur le terrain. Ça ne descend pas jusque sur le terrain. Et Darmanin et les autres, tous autant qu'ils sont, Madame Borne, dont l'enthousiasme fait peine à voir, Monsieur Macron et puis le seul ministre de la Justice inculpé à l'ouest des Galapagos, qui est M. Dupond-Moretti, ils ignorent une chose. C'est la base de la criminologie. Ça tient en une seule phrase. Ça pourrait même être une boutade. Cette phrase est la suivante. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête.
Ils s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Alors, à partir du moment où on les arrête pas, et on les arrête pas à l'heure actuelle, hein, ben, ils prolifèrent vers les centres-villes d'un côté et vers la campagne profonde de l'autre. C'est aussi simple que ça. Si jamais il y avait du maintien de l'ordre dans ce pays, dans les respects des normes de l'état de droit, dans le respect des codes pénal, du code de procédure, de tout ce que vous voulez, ça n'arriverait pas. Et donc, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait des petits d'extrême droite qui aillent essayer d'aller chatouiller les autres dans leur quartier. C'est aussi simple que ça. Alors, donc en fait, pour les arrêter, il faut certainement déjà nommer les choses. Et là, on a un vrai problème. Ce problème, c'est en fait le non-travail des journalistes ou leur travail très orienté. Et donc, je vous propose d'écouter un autre extrait, un extrait vraiment intéressant. C'est Madame la maire de Romans-sur-Isère qui s'exprime et qui parle justement du fait que les choses ne sont pas nommées. Et elle met les pieds dans le plat. Je vous le passe tout de suite. Moi, je pense que de ne pas avoir communiqué sur les prénoms plus tôt, c'était indécent. Ça, je le dis parce que par respect pour les familles, je ne vois pas pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un autre drame, eh bien, on va communiquer nom-prénom tout de suite. Et là, il a été nécessaire. Enfin, chacun attendait. Et finalement, les noms circulaient sur les réseaux sociaux avant qu'ils ne soient confirmés par les autorités. Donc, ça va pas. Ce que vous voulez dire, c'est que les autorités ont sciemment tenté de cacher. Elles avaient certainement une bonne raison, mais je ne connais pas la raison. En tout cas, les dégâts sur le terrain, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'il y a une incompréhension. Et je veux dire, ça ne fait que renforcer la stigmatisation. Alors, question pour Sébastien. Donc, est-ce que tu penses que le travail des journalistes, finalement, qui essayent de cacher la réalité, ça ne crée pas de plus en plus de défiance? Et en fait, est-ce que ça finira par détruire complètement la confiance qui relie les Français entre eux, les Français de la France périphérique, avec le monde du bloc élitaire, pour reprendre la terminologie de Christophe Guilluy? Ce n'est certainement pas le seul point qui entamera la confiance entre la France périphérique et le monde des médias, parce que je crois qu'elle est déjà bien entamée, mais maintenant ça n'arrange pas les choses. Je crois que c'est d'autant plus ridicule qu'en réalité, ils se retrouvent obligés quand même parfois de donner la première initiale ou d'avancer un petit peu masqué avec des périphrases, ce qui est encore pire finalement. Mais c'est un problème qu'on retrouve aussi en statistique, hein, et notamment en économie pendant longtemps, mais aussi sur les statistiques en criminologie, ça c'est Xavier qui pourra mieux l'expliquer, qui est que effectivement en France, contrairement à d'autres traditions, notamment la tradition anglo-saxonne, on a parfois du mal à avoir de la statistique à partir du moment où on a un différenciant ethnique. Là, dans le cadre des affaires de justice et autres, en général, ils ont l'information. C'est plutôt une volonté de pas donner prise à une critique de racisme ou autre. Mais ce faisant, et alors que les Français, de toute manière, en général, quelques heures plus tard, ou sur des médias Internet, parfois sur des médias étrangers, il suffit d'aller sur des médias suisses et belges, et vous avez le nom des gens impliqués dans des affaires, ont le sentiment, effectivement, d'une forme de complot contre eux, de quelque chose qu'on souhaiterait leur cacher. En réalité, je pense que c'est plus compliqué que de dire que les médias veulent cacher la vérité aux Français. C'est pour fréquenter quand même un certain nombre de gens dans le monde journalistique, être invité sur des chaînes de télé. C'est que la plupart d'entre eux, en termes de conviction, ne considèrent qu'il n'y a pas de lien entre l'ethnicité des gens qui peuvent commettre ces crimes et délits et le fait qu'ils aient commis un crime et délit. Donc pour eux, l'ethnicité finalement de ceux qui perpétuent ces actes, elle est secondaire, elle n'est pas importante. À la limite, ils vont insister sur d'autres points. La zone géographique d'où ils viennent, éventuellement leur profession. Il va y avoir une forme de victimisation aussi à travers leurs propos, mais il n'y a pas d'essentialisation du profil type du criminel, voire même du terroriste, y compris du terroriste islamiste, ce qui est quand même frappadingue quand on y réfléchit quelques instants, hein, parce qu'il est bien évident que quand vous êtes dans les forces de l'ordre et que vous avez à lutter contre le terrorisme islamiste, il y a quand même un certain profil type, hein, de l'assaillant que vous avez en tête. Bon, il y a toujours des exceptions, hein. On a vu des bons Français de la France périphérique se convertir à l'islam et perpétrer des attaques terroristes, mais ça reste quand même une minorité parmi la masse des assaillants. Donc, encore une fois, je ne crois pas au complot, je crois à la véritable congruence entre cette vision de la criminalité que je viens de décrire et ce que pensent les journalistes.
Alors, Sauf exception, CNews ou autre, bien évidemment. J'ai une question pour Xavier. Donc, je reviens au premier témoignage, le témoignage de l'habitant de Crépol. Il disait peut-être laisser Xavier réagir. Ah, pardon. Je voulais ajouter un mot à ce qu'a dit Sébastien. En réalité, ce que font les médias asservis, hein, c'est-à-dire ceux qui sont aux ordres de M. Drahid, Niel et puis de Macron, parce que la télé d'État et la radio d'État est à ses ordres, ce que font ces médias est dramatique pour eux. C'est dramatique pour eux. Ça ne marche jamais. Quels que soient les moyens que vous êtes capables de mettre en œuvre pour asservir les gens mentalement, pour les domestiquer, pour les forcer à croire les choses, vous avez un effet de cocotte-minute qui se crée, et quand ça pète naturellement 10 fois plus fort. Dois-je vous rappeler, parce qu'on n'est pas né hier matin, quand on inscrit les choses dans l'histoire, quelle est, pour l'Europe, la force la plus écrasante en termes d'obligation de croire, etc. C'est l'Inquisition. L'Inquisition, vous croyez pas comme il faut, elle vous envoie au bûcher. L'Inquisition a-t-elle empêché la réforme? Évidemment non. Ils avaient les moyens, les gens n'ont pas voulu, ils ont rejeté ça, et pouf, ça a basculé de l'autre côté. Deuxièmement, l'Union soviétique, le KGB et tout ça, au bout d'un moment, les gens n'ont plus cru à ces histoires-là. Et puis, il a suffi que Jean-Paul II aille en Pologne, s'adresse à 2 millions de personnes et prononce une phrase « N'ayez plus peur ». Et l'Union soviétique est tombée comme un ballon qu'on crève, si vous voulez. C'est ça qui s'est passé très vite. Donc, à l'heure actuelle, penser être, pardonnez-moi, con au point de penser que parce qu'on plante que le type s'appelle Mohamed ou Ali ou n'importe quoi, ça va sauvegarder l'espèce de croyance en une mondialisation heureuse, M. Soros, tout ça, etc. C'est naturellement absurde. Ces gens-là sont en train de... ce que je dis là relève de l'avertissement salutaire, naturellement. C'est tout sauf une menace. Mais ils sont en train de tirer sur un élastique qui va leur éclater à la figure. Comment imaginer que les gens peuvent être assez niais pour penser... Alors, à la minute où on dit, tiens, on n'a pas dit... Je vais vous donner un très bref exemple. Récemment, il y a eu, dans un journal de province, j'ai éclaté de rire parce que c'était trop drôle, il y a un braqueur qui s'appelait, je dis n'importe quoi, Charles-Édouard de Clermont-Tonnerre, hein, un nom, mais un braqueur, voilà. Il y avait une brève qui faisait qu'une ligne, il y avait son nom 7 fois. Il était cité toutes les lignes. Alors, le braqueur, Charles-Henri de machin truc chose. Alors, après ça, Charles-Henri de machin truc chose a été à la banque et puis Henri de machin de... C'était risible. Alors, naturellement, quand c'est Ali ou Mohamed, ça marche plus, ça. Voilà pourquoi. Mais je pense que ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, que la plupart de ces gens-là sont des ratés de Sciences Po, donc ils n'ont pas forcément de très grands esprits, hein, d'une part, et puis deuxièmement, ils ont la frousse. Pour eux, c'est un monde inconnu, ils en ont peur. Ils n'ont jamais foutu les pieds dans une cité. Moi, j'y vais, ils adorent les criminologues. Le nombre de fois où dans le métro, je te reconnais, toi, tel criminologue, viens, on va prendre un café, mais bien entendu, etc. Ça m'est arrivé il y a 3 semaines. Il faisait encore beau, il y en avait 3, des loulous, des lascars de cité, hein, qui font livreur Uber ou machin, etc. Ils étaient à la terrasse d'un café en train de se chauffer au soleil et de boire un café. Ils me disaient, hey, tu viens refaire et tout, on va parler. J'ai dit, mais bien entendu, donc j'ai parlé avec eux une grande demi-heure. Ah, alors, pourquoi? Évidemment, si j'étais docteur en physique nucléaire, mais criminologue, ça les intéresse, vous comprenez? Je dirais professionnellement. Donc là, on a parlé pendant une demi-heure et ils disent, ouais, le gouvernement, c'est que des bâtards et tout, avec leur manière à eux, mais ils les respectent pas du tout, quoi. Darmanin et ses grands, j'ai sur mes ordres, machin, etc., ça les fait hurler de rire, quoi. Ils disent, mais on le voit pas, lui, où il est. Voilà. Donc ils remontent un ressort qui va leur péter à la figure. Et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez de votre échange à la terrasse du café, là, où finalement, les personnes de quartiers sensibles ne respectent plus le gouvernement. Il y avait une petite phrase prononcée par l'habitant de Crépol dans son témoignage au début du live.
où il disait que l'assassin, il fera 4 ans. Et donc, finalement, ce n'est pas dissuasif. Est-ce que les peines actuellement sont adaptées à la problématique? En 2 mots, le problème n'est pas là. Le problème, il est que un milieu criminel existe. Le milieu criminel, pour l'essentiel, il est replié dans des cités et dans des quartiers, et à partir de là, il gagne des fortunes énormes. Ça représente au total 3,5 milliards et 4 milliards d'euros par an en vendant de la drogue, mais pas uniquement, en prostituant des petites qui se laissent attraper, en faisant des marchés aux voleurs, en allant piller des trucs, bref, 4 milliards par an. Et naturellement, c'est un travail organisé. Hein, c'est pas un type tout seul qui fait ça en se levant un matin. Il y a des gangs, il y a des bandes. Le terme journalistique de réseau est à proscrire absolument parce que EDF, c'est des réseaux. Voilà, mais pas la bande de la paternelle à Marseille, c'est pas des réseaux. Bref, alors ils essayent d'éviter les mots en pensant une forme de pensée magique, vous savez, quand on dit le diable, alors ça le fait venir, etc. Donc les pauvres, mais c'est pas grave. Donc vous avez le fait que ces individus-là ne sont pas du tout, je parle de ceux qui ont le pouvoir de dire et le pouvoir de faire, c'est-à-dire les politiques et les dirigeants des médias, ils voient pas du tout comment le problème se pose vraiment. Et donc, à partir du moment où vous avez des individus qui sont organisés dans des bandes permanentes, les bandes en question ne peuvent que en faire toujours plus. Ce sont comme des meutes de loups. Quand le loup dirigeant n'apporte plus assez à manger, il est becqueté par les autres et on en prend un plus cruel. Donc, si on les laisse faire, ça ne peut pas s'arranger tout seul. Ils vivent dans la peur les uns des autres. Comprenez, ils ont la trouille les uns des autres. Ils peuvent se tuer. Vous avez vu à Marseille, il y a 50 morts depuis le début de l'année, ce que je dis. Ça n'arrête pas. Ouais. Voilà. Oui. Du coup, c'est la fuite en avant dans la violence, quoi, forcément. J'ai pas le choix. Parce que s'il y en a, pardon, j'en termine. S'il y en a un qui dit, bon, les enfants, on a bien gagné notre vie cette année, on va y aller un peu mollo parce que Darmanin fait les gros yeux, etc. Il est poussé sur le côté ou éliminé. Il y a un autre qui va dire toujours plus. Le crime organisé est une machine sans frein, vous comprenez? Donc, ça sert à rien de transiger avec eux, d'être gentil avec eux. Et ce que je voulais dire, c'est ça. Dans le respect de l'état de droit, la seule solution, c'est de les mater, de faire en sorte que l'appareil d'État leur fasse plus peur que le caïd du coin. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Autrement, à terme, c'est l'anarchie. Tu voulais dire quelque chose, Sébastien? Oui, 2 remarques très rapides. La première remarque, c'est qu'en fait, en économie, ça s'analyse. C'est-à-dire qu'il y a des incitations économiques très fortes pour eux. Et quand on a une incitation économique très forte, on peut prendre des risques, surtout quand on a un appareil d'État qui n'est pas très dissuasif. Donc, en fait, économiquement, il faut comprendre aussi que même les économistes vous diront qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Sauf s'il y a un signal externe, ça ne peut pas s'arrêter d'eux-mêmes. C'est ce que les économistes appellent la croissance endogène, hein. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, à partir du moment où l'État abandonne ses territoires, n'ose plus pénétrer sur ces territoires, il y a une économie de la mafia qui se développe. Et donc, ça ne va pas s'arrêter, quelle que soit, par exemple, l'amélioration économique par ailleurs, parce que il faudrait qu'il y ait 5% de croissance par an en France pour que dans une banlieue, ça soit plus intéressant économiquement d'aller chercher un emploi en dehors de la banlieue plutôt que de trafiquer finalement dans cette économie souterraine-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, même quand les peines, pour reprendre ta question sur les peines, Loïc, même quand les peines sont adaptées, on a quand même un problème en France avec le caractère extrêmement discrétionnaire de la justice et l'état d'esprit, notamment de la magistrature, qui ne va pas dans le sens des évolutions dont on aurait besoin aujourd'hui pour reprendre en main la situation. Donc, on va pas faire de la politique, mais il y a des questions de formation. Il y a des pays où les magistrats, ce sont souvent d'anciens avocats qui ont passé du temps sur le terrain. Là, chez nous, on a affaire avec des jeunes formés dans un environnement assez différent, assez progressiste, assez gauchiste finalement à l'ENM, et ça nous pose des problèmes aussi après en matière de suivi des peines. Alors moi, je peux vous dire une chose. S'agissant de la justice, là encore, c'est un problème de décision politique. 9 sur 10 des magistrats, si jamais un jour il y a un gouvernement un peu énergique, hein, qui tape sur la table en disant, voilà, la récréation est finie, à partir de maintenant, premièrement, deuxièmement, troisièmement, il y a 90% des magistrats qui suivront.
À l'heure actuelle, les vrais gauchistes dans la magistrature sont pas très nombreux, mais ils impressionnent les autres, parce qu'il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Personne ne réagit. Vous avez vu la pauvre, on parle même pas de Dupond-Moretti, mais celle qui avait avant, la pauvre Belloubet, quoi. Ouais. Elle avait besoin de sortir de son lit, la pauvre femme, généralement, elle était complètement égarée. Alors, vous mettez ça comme… récemment, on a eu des ministres de la Justice, alors, dans les banlieues, j'y vais, les mecs, je leur dis, qu'est-ce que vous pensez? Dupond, c'est un bouffon et tout. Voilà, ils ne les respectent pas. Non, mais quand il y a un ministre de l'Intérieur qui veut faire respecter la justice, il faut qu'il soit respectable lui-même. Ça commence par le fait de ne pas être une ahurie ou de ne pas être mis en examen soi-même. C'est le minimum. La preuve, ben oui, je mets pas la barre très haut, hein, vous avez remarqué, mais la preuve que M. Macron se moque complètement de tout ce qui est le régalien, c'est que vous avez vu qu'il a pris comme ministère de la Justice. Dans un état de droit, la justice, c'est la clé de voûte de la société. La clé de voûte de la société, c'est la philosophie du droit. Ne pas édicter de lois que les gens ne pourraient pas ou ne voudraient pas appliquer, parce qu'à partir du moment où le public commence à ne plus respecter une loi, il finit par ne plus en respecter aucune. C'est la voie vers l'anarchie. Et toutes ces choses-là, les hauts magistrats français sont dépositaires de cette philosophie du droit. Ils le savent très bien. Ils ont une idée collective très juste de la façon dont arranger la justice, mais M. Macron ne les écoute pas. La politique de la ville, il a fait… une ou deux réunions, il a vu que ça l'amusait pas et il a renvoyé les auteurs des premiers textes à leurs chères études et depuis, il fout plus rien en la matière. C'est-à-dire que la politique de la ville, comme le disait Sébastien, c'est pas parce que même avec 5% de développement etc., c'est pas en repeignant des HLM qu'on va faire abandonner la criminalité aux gens qui gagnent 200 000 euros par mois en vendant de la dope. Enfin, on avec ce que fait le gouvernement à l'heure actuelle, on sera dans le livre Guinness des records pour avoir les bandits les mieux logés du monde, mais ça va pas plus loin. Alors, donc, si on fait un peu le tour des revues de presse ou même sur Twitter, donc il y a pas mal d'analystes qui voient dans l'attaque de Crépol une similitude avec les attaques menées par le Hamas sur les kibboutz. Donc, est-ce qu'il y a, d'après vous, de par la simultanéité quasiment, un effet d'imitation ? L'un ou l'autre. C'est une honte et c'est une horreur. Enfin, vous vous rendez compte que l'histoire du Hamas, il y a beaucoup à dire sur l'aveuglement de la direction politico-militaire d'Israël dans cette affaire. Mais vous vous rendez compte, 1300 morts. Bien sûr. C'est accablant de sottise d'oser comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et puis, beaucoup de gens, y compris à droite d'ailleurs, m'ont appelé au téléphone en disant « Ah mon Dieu, le début du 7 octobre, l'offensive terrible d'ailleurs du Hamas et du djihad islamique, ça va déclencher dans les banlieues. » Je leur ai dit « Mais rien du tout, ça ne bougera pas. Je prends tous les paris. » Ils s'en foutent comme de l'an 40. Ils sont intéressés par leur business, leur fric. C'est-à-dire que ce qui vient de l'extérieur de la cité vers l'intérieur de la cité ne les touche pas, ne les intéresse pas, ils s'en foutent. Ils font semblant pour la mode. Alors, à un moment donné, ils se mettaient des kéfiers, ils disaient « Oh, Sama, il est trop cool et tout ». Mais ils s'en foutent en réalité. Et puis après ça, ils se mettaient des foulards rouges parce que ils sont illettrés, vous savez, pour la plupart et à 90%. Donc, ils regardent beaucoup la télévision, les séries, etc. Alors, à un moment, c'est Bin Laden parce qu'ils l'ont vu à la télé, auquel cas… Dans le pire des cas, alors c'est pas bien entendu, mais ils vont aller jeter un cocktail Molotov sur la porte de la synagogue et puis 15 jours après, ils auront complètement oublié. Puis 15 jours après, ils auront vu une série Netflix avec les Crips et les Bloods à Los Angeles. Alors, ils se mettront des foulards rouges autour du cou. C'est des petits calibres, vous savez. Oui, je crois qu'il faut savoir raison garder. D'abord, ne pas comparer, bien sûr, les deux événements, notamment par décence pour nos amis israéliens, et pour les franco-israéliens qui ont été tués et ceux qui sont encore retenus en otage. Mais je crois aussi qu'il y a effectivement chez ces bandes de banlieue, alors de temps en temps, il y a
une instrumentalisation d'une pseudo-solidarité avec le reste du monde arabo-musulman, mais sinon, ils sont eux-mêmes pétris de contradictions. Finalement, ils sont dans des cultures hybrides. Ils ont officiellement, certains professent un anti-américanisme quand ils sont politisés, mais eux-mêmes sont américanisés à outrance, influencés effectivement par les médias, les réseaux sociaux, la technologie, le rap. Donc, ils inventent un peu leur propre culture, leur propre contre-culture, qui ne va pas bien évidemment dans le sens des valeurs françaises, mais de là à dire qu'il y a une véritable symbiose avec le reste du monde musulman, je n'y crois pas. Et y compris pour être moi-même à droite, dans mes amis de la droite identitaire, quand on me ressort les thèses de l'Oumma, la communauté, etc., je n'y crois pas. Et encore une fois, désolé, j'utilise mon expérience concrète. Je suis pas un théoricien de ces sujets, je suis un théoricien de l'économie, pas de l'insécurité et l'immigration. Mais par exemple, à Marseille, assez tôt, quand bien même il y avait des mouvements de solidarité, bien évidemment, avec des masses arabes dans d'autres pays, il y avait essentiellement une culture locale qui était une culture de la mafia marseillaise, qui empruntait d'ailleurs parfois à des antécédents de la mafia qui n'avaient rien à voir avec le monde arabo-musulman, mais par exemple avec la communauté dont moi je suis originaire par ma mère, qui est la communauté italo-marseillaise, voilà, qui existe, qui a toujours été importante à Marseille, et où il y avait déjà des formes de mafia et de violence. Et ils se sont finalement mis dans le sillage de cette violence-là, même si elle est exponentielle, même si leur nombre est de plus en plus important. Mais fondamentalement, d'ailleurs, tant la population arabo-musulmane française que d'ailleurs d'autres pays, d'autres opinions arabes musulmanes, de manière sporadique et chez les moins lettrés, effectivement, il y a des manifestations de soutien aux Palestiniens, etc. Mais soyons honnêtes, personne n'est prêt à mourir pour la Palestine et personne n'est politisé au point d'imaginer comme ça, comme on le fait nous en tant qu'intellectuels européens, un choc des civilisations ou ce genre de choses. Ça reste, on l'a vu même dans le cas des attentats terroristes, de la récupération parfois mêlée avec leur trafic, avec leur bilan, mais on n'a pas affaire à des grands intellectuels qui suivent tous les événements du monde et qui vont ensuite, comme ça, prendre des décisions finalement de nature politique. Ça n'a rien à voir. Ça peut être des réactions épidermiques, mais je ne crois pas du tout à la consubstantialité intellectuelle entre ces différents mouvements. Je vais vous donner un exemple concret en 2 minutes avant de passer à la suite. Les gens en France sont fascinés ou horrifiés par l'Algérie, mais la connaissent pas. Moi, je connais l'Algérie. J'y ai passé du temps. J'ai donné des cours à l'Institut de criminologie d'Alger. J'ai passé des jours et des jours avec des gens qui luttaient contre le groupe islamique armé, bien entendu, du régime algérien, mais après tout, c'est eux qui sont en charge. Et j'ai eu accès à quelque chose de rarissime, mais je pense pas que beaucoup de Français aient eu ça, un des rares, très rares repentis du groupe islamique armé, qui avait été en France, qui était retourné en Algérie, qui s'était fait choper et que les Algériens du régime avaient interrogé à leur façon. Voilà. Et après ça, il l'avait mis dans le circuit et j'avais pu m'entretenir avec lui. Lui, il m'a dit, on a été en France, on a été dans les cités, on a essayé de recruter des jeunes dans les cités, on a été obligé de renoncer très vite à ça, soit de les recruter pour aller en Algérie faire le djihad, soit pour partir en Afghanistan, rejoindre d'autres de nos frères qui faisaient le djihad en Afghanistan, parce qu'ils sont, le type est algérien, il s'appelait Ali de son prénom, c'était un Algérien du groupe islamique armé, ex-guerriero en Afghanistan, un dur, vraiment. Il a dit, on a été obligé d'arrêter de les recruter, ils sont bidons. Et là, horrifié, il m'a dit, tu sais quoi, ils allaient se cacher dans les toilettes pour fumer pendant Ramadan. Alors, l'horreur absolue. Bin Laden se cachait dans les chiottes pour fumer pendant Ramadan. Enfin, écoutez, ils sont totalement bidons. Ils tiennent pas 15 jours sur un truc. C'est les Bloods, c'est Bin Laden, c'est machin, c'est le djihad, c'est le GIA. Ils ont rien dans le chou, quoi, essentiellement. Et donc, il a dit, et d'ailleurs, compte tenu du nombre de musulmans originaires du Maghreb, de musulmans originaires d'Algérie qui est en France, le recrutement des islamistes en France a été dérisoire. Dérisoire. Alors, il suffit qu'il y en ait un avec un couteau pour tuer, on est d'accord, mais quand même, au vu de la proportion, les Anglais ont eu beaucoup plus de problèmes avec leurs Pakistanais que nous, on en a eu. Voilà, en comparant des choses comparables, c'est-à-dire des immigrations. J'ajoute que
il ne faut pas tout confondre. Les gens qui disent les musulmans, etc. Ok, la Belgique est voisine de la France. Il y a 2 immigrations musulmanes en Belgique. La première est d'origine turque et la deuxième est d'origine marocaine. On peut faire des statistiques ethniques en Belgique. On prend la tranche d'âge 18-24 ans. Hein. On prend la totalité de la population belge, tous les 18-24 ans vivant sur le sol belge, on prend les Marocains et on prend les Turcs. Les Marocains et les Turcs sont tous les deux musulmans et tous les deux immigrés. Par rapport à la moyenne des infractions commises par la totalité des 18-24 ans, les Turcs, c'est 5 fois moins et les Marocains, c'est 5 fois plus. Voilà, on ne peut pas mettre tous les immigrés et tous les musulmans dans le même panier. Les familles turques, les gamins sont à la maison, ils étudient, ils apprennent, on leur botte le cul quand ils font des sottises. Les Marocains, ils sont dehors, ils font ce qu'ils veulent. C'est souvent une question d'éducation au-delà des fondamentaux de l'islam, etc. C'est comme ça. Là, on a la preuve en Belgique que c'est pas à tous les immigrés ou à tous les musulmans, c'est au cas par cas. Alors, dans les commentaires, j'ai vu tout à l'heure parler du fait que la justice n'a pas retenu le motif de racisme dans l'attaque, alors que il y a eu beaucoup de témoins qui ont entendu parler du fait qu'ils voulaient planter du blanc, etc. Donc, est-ce que dans le cas présent, il y a une sorte de double standard? Il y a pas mal de gens qui semblent choqués. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la justice ne retienne pas ce motif quand, visiblement, ça semble quand même assez crédible? C'est simple. On a un gouvernement de froussards qui vit dans la trouille éperdue de l'émeute. Alors, ils en ont eu une récemment. Ils veulent pas que ça nous a coûté 1 milliard à la louche. Et donc, ils veulent pas que ça recommande. Donc, doucement les basses. Et puis, dans l'espèce d'idéologie bébête qu'ils ont, gaucho, progresso, machin, etc., les racistes, ça peut être que les blancs. Ouais, ça peut pas être la minorité ethnique, effectivement. C'est le principe même du wokisme. Hein. Ben oui, exactement. Donc, c'est privilègement, enfin, toutes les sottises qu'on entend là, hein, et ça va pas plus loin que ça. Donc, c'est pas la peine de théoriser des choses qui relèvent simplement de oulala, doucement les basses, essayons de passer à côté, faut pas réveiller le chat qui dort et tout ce qui anime, enfin, je sais pas, enfin, pardon d'utiliser le langage du criminologue qui, de temps en temps, parle avec des voyous, mais vous avez envie de monter au braco avec Madame Borne, vous? Enfin, regardez ça. Moi, elle me fait pas du tout envie. La pauvre femme. Alors, oh là là, doucement, ils ont peur de tout, quoi. Ils ont peur de leur ombre. Ils ont peur de leur ombre. Ce ne sont pas des braves. Alors, donc, vous avez parlé tout à l'heure de statistiques par pays d'origine. Et effectivement, il y a beaucoup de pays qui ont réussi à trouver des réponses, enfin, en tout cas qui sont nettement moins touchés par la criminalité que la France. Notamment, le Danemark a réussi à bien redresser la situation. Les Pays-Bas ont réussi à bien redresser la situation. Et eux, ils n'ont pas de tabou. Ils utilisent des statistiques par pays d'origine. Là, j'en ai trouvé une là sur Internet. Là, par exemple, c'est fourni par... c'est accessible, hein. Là c'est aux Pays-Bas. Donc on a, ils nous disent que pour le taux de Néerlandais d'origine qui sont mis en examen pour différents délits, c'est 0,6% de la population. Et puis après, selon les pays d'origine, on a les pourcentages. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant finalement d'arrêter le déni et pour mieux cibler le problème? Est-ce que vous pensez que ça permettrait une prise de conscience et de mieux réagir, ces statistiques ethniques? J'ai écrit une étude là-dessus il y a quelques mois. Pour nous, les criminologues, c'est secondaire. Nous nous intéressons d'abord, et comme le droit, on a un code, on a des codes en France. Les criminologues, ils ont un livre rouge. C'est pas celui de Mao, c'est le code pénal. Hein. Donc, c'est ce que on désigne pas les criminels en fonction de nos lubies et de nos fantaisies particulières. Si c'est dans le code pénal comme un crime, pour nous, c'est un crime. Et donc, l'absence des statistiques ethniques en France
d'abord, on peut toujours retrouver indirectement le pays du père, le pays de la mère, etc. C'est pas un obstacle infranchissable. Mais le fait est que ces affaires-là ne deviennent un problème qu'à partir du moment où on n'a pas de système qui permet de l'interdire. Si jamais, c'est enfantin, là encore, un enfant de 4 ans, vous avez quelqu'un qui vient dans un pays pour trouver du boulot. Alors, honnête ou malhonnête, hein, c'est pas là le problème non plus. Si il est persuadé que si jamais il marche en dehors des clous, il va être mis dans un avion et renvoyé chez lui, eh ben, il arrête de faire des sottises. Autrement, il perd l'objet même de sa présence sur le territoire. Le jour où il y a aucun problème, vous commettez des infractions en France, alors il y a des difficultés à vous renvoyer chez vous, eh ben, on va vous mettre en terre à délit, et puis à ce moment-là, votre pays d'origine vous récupérera quand vous voudra. Mais immédiatement, vous avez 50% de la délinquance et de la criminalité qui tombent. Évidemment, à l'heure actuelle, ces gens-là n'avancent qu'à la mesure où nous reculons. Si nous ne faisons pas respecter les règles de l'état de droit, eh bien, ils avancent. Il y a, vous avez vu les émeutes de juillet dernier, les 60% de ceux qui ont été arrêtés à cette occasion-là sont des mineurs. 60%. Il existe aujourd'hui, dans le code pénal, aujourd'hui même, ça veut dire que demain matin, un magistrat peut l'appliquer. Ça y est depuis genre 15 ans. L'article 227-17 du code pénal qui dispose que tout parent biologique, parent adoptif, tuteur, qui a l'autorité sur un mineur de 18 ans ou moins et qui met ce mineur en état de danger physique, écoutez-moi bien, ou moral, est passible de 2 ans de prison. Voilà. Ça n'a jamais été appliqué. Pourquoi on l'applique pas? Un gamin qui tire des mortiers sur la police à 2 heures du matin, il n'est pas en état de danger physique ou moral. Un gamin qui vend de la drogue à 2 heures du matin à la paternelle, il n'est pas en état de danger physique ou moral. Évidemment que si. On a une cathédrale de papier, les lois ne sont pas appliquées. Eh bien, il faut des circulaires du ministère de la Justice, un vrai, pas un clown mis en examen, hein. Un ministre de la Justice digne de ce nom fait une circulaire disant l'article 227-17, j'attends que vous me renvoyiez le nombre de gens qui, alors naturellement dans le respect des règles de l'état de droit, mais là il n'est même pas question, ça n'est pas appliqué. Comment tout père de famille comprend que s'il menace toujours et qui ne tient jamais, le gamin, il finit par faire caca sur le tapis du salon parce que qu'est-ce qu'il risque, hein? Oui. Voilà. Donc et à cette inaction s'ajoutent en plus maintenant des effets de manche de communication qui vont exponentiellement parce qu'on a sur ces sujets-là, là depuis quelques années, énormément de communication. Et là aussi, moi, c'est un petit peu ce qui me désole. C'est d'abord, il y a probablement un certain nombre de nos concitoyens qui sont complètement perdus parce qu'ils voient une effervescence d'initiatives, de communication, de mesures et aucune amélioration sur le terrain, ce qui ne va pas dans le sens pour eux de croire aux vertus de cet État, qui remettrait l'ordre au pays. Et deux, il y a un certain nombre de personnes qui en viennent à dire finalement, c'était un peu ce qui était implicite dans la question de Loïc, est-ce qu'on a un appareil judiciaire adapté? Est-ce qu'on a les bonnes lois? Est-ce qu'il faut tout reprendre? Là où en fait, de manière pragmatique, mais c'est un peu la même chose aussi en économie, hein, on pourrait aller assez rapidement vers des changements importants. Et dernière question, parce que là on va arriver au bout de l'heure qui nous est impartie. Nous sommes entourés de pays qui commencent à réagir. L'Allemagne commence à être plus ferme, les Pays-Bas sont beaucoup plus fermes, le Danemark a vraiment serré la vis, pourtant c'est un gouvernement de gauche, hein, il faut le souligner. Est-ce que le fait que ces pays ont décidé d'appliquer leur code pénal dans toute sa sévérité, ça ne va pas par ricochet aggraver la situation chez nous et inciter des délinquants locaux à venir s'installer en France, ce qui est tout à fait possible maintenant puisqu'il n'y a plus de frontières en Europe? Oui, c'est Schengen, ça veut dire que tout le monde a le droit de franchir les frontières, sauf les magistrats et les policiers, vous avez bien remarqué. Voilà, c'est les seuls pour lesquels… Espoir très ténu peut-être, puisqu'on critique souvent l'intrusion de l'Europe dans le droit local, hein, la suprématie du droit européen. À un moment donné, s'il y a vraiment beaucoup de pays qui font un virage autoritaire, on peut toujours rêver et croire qu'on aurait peut-être cette fois-ci une pression bruxelloise ou une pression européenne
pour qu'un certain nombre de choses changent en France. J'y crois pas trop. Hein. Malheureusement, la pression elle est venue plutôt dans l'autre sens, plutôt vers la perte de souveraineté et le laxisme. Mais pourquoi pas? Après, ce qui s'est passé aussi dans ces pays, ce sont des changements politiques assez profonds qui, pour l'instant, n'ont pas eu lieu en France aussi. C'est ça la différence. En France, on a quand même un bloc central, on va dire, centre-mou, au pouvoir maintenant depuis 7 ans, qui restera peu ou prou, quelle que soit la configuration, au pouvoir pendant 10 ans. Avant de ça, on a eu 5 ans de gauche. Donc, on n'a pas eu non pas que la remise en ordre d'un État soit l'apanage de la droite, mais le fait est que dans le paysage politique actuel français, je vois pas comment il ne peut venir autrement que par la droite. Et donc, du coup, on sera resté pendant 15 ans avec des politiques beaucoup plus laxistes sur le sujet. On n'a pas eu trop le temps de parler d'immigration, mais si on faisait le bilan d'Emmanuel Macron et de François Hollande en matière d'entrée sur le territoire, alors là, pour le coup, on verrait la différence effectivement avec des pays que tu as cités, Loïc, parce que même si ces pays-là ont pu être très accueillants, moi, tout jeune, j'ai fait un stage à l'ambassade de France aux Pays-Bas, et à l'époque, on m'avait demandé de plancher justement sur la politique d'ouverture aux immigrés des Pays-Bas, parce que c'était cité comme une abbaye de Thélème, comme un petit paradis où tout le monde pouvait venir et où ça se passait bien, etc. Alors, c'était en 2002, hein, dans les années qui ont suivi, tout a changé radicalement, et ils ont été capables de changer complètement de braquet, mais il y a eu quand même des changements politiques. Donc on verra, on peut toujours croire que la pression de nos voisins, cette fois-ci, ira plutôt dans notre sens et nous aidera. Bon, alors, dernière question pour Xavier. Ah mince, c'est là. Donc là, j'ai un commentaire qui est intéressant d'Adams. Là, il dit « Moi, je suis en Afrique de l'Ouest, dans un pays pauvre, et il n'y a pas de problème de délinquance comme en France. » Et c'est vrai que quand on interroge des collègues qui sont originaires de différents pays, moi, j'ai des collègues du Mali, du Maroc, d'Algérie et d'autres pays du Maghreb, ils disent tous, mais il n'y a pas de délinquance comme ça chez nous, en fait. C'est vraiment particulier à la France. Et est-ce que vous pensez qu'on a un laxisme qui est vraiment anormal par rapport à ce qui se pratique dans les autres pays? Je vais vous faire rire. Sur un sujet comme ça, c'est pas tous les jours, mais je vais vous faire rire. Il y a 10 ans, par exemple, de ça, je suis à Alger. À l'époque, le directeur de cabinet du directeur général de la police algérienne, DGSN, Direction générale de la Sûreté nationale, on dit en Algérie, son directeur de cabinet est un ancien étudiant à moi. Il me dit, viens, le patron veut te voir. Et je me retrouve dans le bureau du directeur général. Le directeur général, il a un grand tableau devant lui, un peu, vous savez, comme les électrocardiogrammes. Il y a des lignes rouges et puis il y a des lignes qui montent et qui descendent, etc. Alors, le directeur général me reçoit fort gracieusement. À part Monsieur Macron, personne en Algérie n'éprouve le besoin de souligner les histoires de la guerre d'Algérie. Le pauvre, c'est dans sa tête. Quand il a dit oui, le génocide, les Algériens, je connais, ils sont tombés de l'armoire. Non, mais qu'est-ce qu'il est fou? Pourquoi il relève ces trucs-là? Bref, c'est ses histoires à lui, c'est dans sa tête. Et donc, je suis devant le directeur général qui m'accorde gracieusement. Il me dit, Monsieur Revers, vous savez ce que c'est que les lignes en question? Alors, je dis, bah non. Il dit, voilà, ça, c'est les vols à main armée dans la wilaya d'Alger, dans la préfecture d'Alger. Alors, je dis oui. Et il me dit, vous savez ce que c'est que les pics, là, de hold-up? Alors, je commence à voir, mais très poliment, je dis non, monsieur le directeur général. Il me dit, c'est les vacances scolaires en France. Non. Oh, la honte pour nous. Les racailles, ils retournent au bled. Ils reviennent au bled, ouais. Ils font comme à Paris. Ils n'ont pas d'argent, ils vont piller la pharmacie du coin. Alors, je lui dis, je réponds, il faut pas rigoler dans ces cas-là parce que c'est un truc grave pour eux. Je lui dis, monsieur le directeur général, vous savez, moi je suis un homme d'ordre, hein, donc si jamais vous avez l'occasion de parler à des ministres français pour leur dire que ça va bien comme ça, etc., n'hésitez pas à le faire parce que ce que vous m'avez montré, je crois qu'ils ne le savent pas. Et donc, ces histoires de voyous en France, ça emmerde l'Afrique entière. Alors, une autre fois, je suis dans une conférence à Dakar. À midi, il y a un lunch c'est un truc sur le trafic d'argent, trafic de drogue, etc. en Afrique de l'Ouest. Arrive un colonel de la gendarmerie sénégalaise, mais alors un gaillard comme ça. Et il me dit, monsieur le professeur, j'ai honte. Alors je
lui dis, pourquoi? Il me dit, vous avez vu ceux qui cassent tout dans les rues de Paris, nous on regarde la télé française, c'est des petits qui viennent de chez nous. Pourquoi vous leur bottez pas le cul? J'ose plus venir en France tellement je suis honteux de l'attitude de nos propres jeunes dans le 9-3 et ailleurs. Alors, après ça, mais enfin, j'aurais pas facilement été lui voler 104 heures, quoi. Là, c'était OK. Alors, à la fin, il me dit, vous me mettez 3 semaines en Seine-Saint-Denis, je vous garantis que ça s'arrête. Et ben voilà. Puis on ne veut pas être taxé de racisme, on prend un colonel de la gendarmerie nationale algérienne, un colonel de la gendarmerie nationale tunisienne ou marocaine, et puis un de la gendarmerie sénégalaise, on les met dans le 9-3, et puis on dit, vous avez vu, là, ils vont se calmer. Et là, on ne pourra pas nous traiter de racistes. Il faut compter sur les amis qu'on a dans ces pays-là, car à l'heure actuelle, il y a une certaine irritation dans ces pays-là, mais il ne faut pas s'y tromper, j'y vais. Hein. Ils m'accueillent très bien, c'est Macron qui ne supporte plus. Voilà. Donc, ces manières condescendantes et le fait qu'il donne des leçons à tout le monde et qu'il explique à des chefs d'État de 70 ans, l'Afrique respecte les anciens. Et le fait qu'il tape sur l'épaule d'un mec qui a 20 ans de plus que lui en disant, mon bonhomme, tu vas me faire le plaisir d'eux, c'est ça que les gens supportent pas. Mais il faut compter sur nos amis pour résoudre les problèmes que nous avons en commun avec eux. Parce que si ceux qui reviennent, ils foutent la pagaille dans ces pays-là, qui sont déjà assez pauvres, qui n'ont pas besoin de pagaille en plus, alors là, ça va être pire que tout. Donc, il faut compter sur les amis qu'on a. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Donc, il y a quand même une note d'espoir, malgré la situation dramatique. C'est que, en fait, dans le code civil, il y a tout ce qu'il faut. Dans le code pénal, plutôt, il y a tout ce qu'il faut pour intervenir. Il ne manque plus que la volonté politique. Donc, voilà. Donc, on espère que bientôt les Français feront un choix important pour retrouver la paix civile. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup.